Bonjour à tous, il est 13h à Abidjan, maintenant les titres de votre édition. Le président Alassane Ouattara de retour ce matin à Abidjan après un agenda bien rempli à New York. Le chef de l'État dans ce 13h fait le bilan de son séjour à l'extérieur depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Dans ce 13h également, l'ouverture du Forum des villes intermédiaires en Turquie, une rencontre axée sur le développement durable en vue de préparer le sommet mondial, rencontre qui enregistre la participation de 5 maires de Côte d'Ivoire. On parlera aussi de la crise nord-coréenne. Le leader nord-coréen répond à Donald Trump qui, cette semaine, à la tribune de l'ONU, avait menacé le Nord de destruction totale. La Corée du Nord promet des représailles de plus haut niveau. Tout d'abord, New York, le chef de l'État a échangé avec des étudiants à l'Université Columbia. C'était dans le cadre d'un forum des leaders du monde organisé par cette université. Les échanges ont porté sur les défis pour le succès d'une transition démographique et le développement du potentiel de l'Afrique. Awa Touré. Au programme de ce forum des leaders mondiaux, une conférence du président de la République Alassane Ouattara sur le thème « Les défis pour le succès d'une transition démographique et le développement du potentiel de l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire ». Le modérateur Mamadou Diouf, enseignant, chef de département de l'Institut africain de Columbia, a d'entrée retracé la brillante carrière professionnelle du président Alassane Ouattara de la BCEAO au Fonds monétaire international où il a occupé le poste de directeur adjoint. Avant de donner un bref aperçu de son parcours politique qui l'a conduit à la tête de la Côte d'Ivoire en 2010. Mamadou Diouf a par ailleurs indiqué que le président Ouattara est considéré comme le père de la nouvelle Côte d'Ivoire émergente qui, sous son leadership, est devenue la troisième économie à la croissance la plus rapide. C'est cette riche expérience que le président de la République est venu partager avec les étudiants de l'Université Columbia de New York. Du programme présidentiel d'urgence PPU conçu au Golf Hotel pour les investissements d'urgence au plan national de développement, le chef de l'État a exposé sa vision et son ambition pour son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il entend mener à l'émergence. Ses priorités, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la relance économique. Les résultats, après la réalisation de grands projets de développement et l'amélioration du climat des affaires, la Côte d'Ivoire enregistre un taux de croissance moyen de 9% sur les 5 dernières années. Et l'État s'attelle à redistribuer efficacement les fruits de cette croissance, notamment aux plus démunis. Au total, une belle rencontre marquée par des échanges entre le président Alassane Ouattara et les étudiants de Columbia. Columbia est une université privée de New York fondée en 1754. Elle fait partie du groupe des universités les plus anciennes et les plus célèbres des États-Unis. Columbia compte 31 317 étudiants pour 3 876 enseignants permanents. Ces étudiants viennent de tous les États-Unis, mais également du monde entier. À New York aussi, le chef de l'État a échangé avec le président de la Commission de l'Union africaine sur les préparatifs du sommet Union européenne-Afrique prévu à Abidjan en novembre. Awa Touré. Le sommet Union africaine-Union européenne va se tenir les 28 et 29 novembre 2017 à Abidjan. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est venu faire le point sur les préparatifs de cette rencontre au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'est dit satisfait des dispositions déjà prises sur le plan de l'organisation. Je remercie son Excellence du soutien actif qu'il a donné non seulement à l'organisation de ce sommet, mais également à la réforme qui est en cours à l'Union africaine. La Côte d'Ivoire est l'un des tout premiers pays à accepter et à acter le nouveau mode de financement de l'Union africaine. Le président Ouattara, vous le savez parfaitement, de par
ses fonctions antérieures, connaît parfaitement la problématique des financements. Son soutien est utile à l'organisation continentale et nous l'en remercions. Donc nous nous préparons pour tenir ce sommet à Abidjan et je suis certain que ce sera l'occasion pour l'Afrique et l'Europe de revisiter leur coopération. Il y a des enjeux importants pour notre continent, il y a des enjeux même internationaux concernant la paix, concernant le développement, concernant l'emploi. Et donc, ce sera l'occasion d'en débattre à Abidjan. Le président de la Commission de l'Union africaine a par ailleurs indiqué qu'il fondait beaucoup d'espoir sur cette rencontre entre l'Afrique et l'Europe. L'occasion de se retrouver et de se pencher sur les défis du moment. Maintenant, le retour du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a regagné Abidjan ce vendredi matin en provenance de New York, où il a pris part à la 72e session ordinaire de l'Assemblée nationale des Nations unies. À la tribune de l'ONU, le chef de l'État ivoirien a exprimé la gratitude du peuple ivoirien suite à l'admission de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'organisation onusienne en qualité de pays membre non permanent. Avant New York, le président Alassane Ouattara était à Lisbonne, au Portugal, dans le cadre d'une visite d'État à l'invitation de son homologue portugais. Je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara. Il fait ici le point de ses déplacements à l'étranger. Regardez. Nous revenons de New York, où s'est tenue la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Et évidemment, le thème de cette rencontre était « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». J'ai fait une allocution le 20 septembre à la tribune des Nations unies et sur le rôle de la Côte d'Ivoire, puisque notre pays va être membre du Conseil de sécurité à compter du 1er janvier 2018. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire et bien évidemment, j'ai exprimé la gratitude du peuple ivoirien pour cette opportunité qui nous est offerte et bien sûr, nous en mesurons également la responsabilité. Et j'ai indiqué essentiellement que nous partagerons notre expérience de gestion et de sortie de crise après la décennie de crise que nous avons subie de 2000 à 2010. Et le succès de l'opération des Nations unies, l'ONUCI. J'ai également évoqué la question du terrorisme, notamment en Afrique et en Afrique de l'Ouest, et insisté sur une réponse collective, notamment un soutien au G5 Sahel et à la lutte contre Boko Haram et bien sûr le règlement du problème libyen pour éviter le trafic des armes à destination de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai indiqué que, bien évidemment, dans toutes ces questions, les membres du Conseil de sécurité doivent intensifier leur coordination et les grandes puissances doivent faire en sorte que le monde puisse être en paix. Nous avons évoqué également la question de l'environnement et qui a des effets dévastateurs. Nous avons cette expérience au quotidien un peu partout, en Afrique comme ailleurs. Il est important pour les pays d'honorer leurs engagements, notamment sur la COP21. Nous avons déposé les instruments et nous avons indiqué qu'il était aussi utile que tous s'engagent à respecter les engagements financiers qui permettront aux pays africains de faire une véritable transition énergétique vers les énergies nouvelles. Sur la question des armes nucléaires, j'ai indiqué que le recours à l'arme nucléaire dans la péninsule coréenne ferait courir des risques, conséquences imprévisibles, et qu'il fallait tout faire pour éviter cela, et que le Conseil de sécurité doit œuvrer à trouver une solution pacifique à cette grave tension. Alors, j'ai évoqué aussi la question de l'immigration, puisque c'est un dossier qui est tout de même évoqué fréquemment, aussi bien en Afrique, en Europe et ailleurs. J'ai insisté sur la nécessité de mobiliser des ressources pour que les pays de départ ou les pays de transit
puissent retenir leurs jeunes en faisant des investissements importants pour le développement, pour l'emploi des jeunes. J'ai insisté sur la nécessité pour les pays d'origine de lutter contre les passeurs et bien sûr de donner le maximum d'informations et de sensibilisation aux jeunes des pays de départ. Et je crois que c'est un thème que nous évoquerons abondamment à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne le 29 et 30 novembre prochain. Alors, à marge de l'Assemblée générale, j'ai eu plusieurs rencontres. La première avec le secrétaire général des Nations unies, le nouveau secrétaire général Antonio Guterres est un ami de la Côte d'Ivoire. Il a rendu visite à notre pays, à nous-mêmes, à plusieurs occasions. Quand il était commissaire des Nations unies pour les réfugiés, il nous a indiqué toute son admiration pour le travail accompli et la stabilité et la paix donc retrouvées en Côte d'Ivoire. J'ai également eu un déjeuner de travail avec le président Trump, qui avait convié 8 chefs d'État africains et le président en exercice de l'Union africaine, le président Alpha Condé. Au titre de notre région, il y avait la Côte d'Ivoire, bien sûr, le Ghana, le Sénégal et le Nigeria. Et les 4 autres pays étant l'Éthiopie, la Namibie, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Alors c'était un schéma d'échange de vues très franc avec le président Trump. Nous avons indiqué que c'était une excellente initiative et que nous étions heureux de cette opportunité de lui donner notre vision sur les affaires de nos pays et du continent et compter sur son soutien pour lutter contre le terrorisme et aider à accélérer le développement du continent, des pays, notamment par une plus grande implication du secteur privé américain. J'ai également participé à une rencontre avec le Premier ministre japonais qui a organisé cette rencontre avec les pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour insister sur non seulement la coopération bilatérale, mais également la question donc, de la crise dans la péninsule coréenne et demander le soutien des pays africains membres du Conseil de sécurité qui sont actuellement membres, c'est l'Éthiopie et le Sénégal, et les 2 pays qui vont faire leur entrée le 1er janvier prochain, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Ça a été une très bonne réunion et je considère que c'est également une opportunité pour nous de voir qu'est-ce qui est attendu de nos représentants au Conseil de sécurité à partir du 1er janvier 2018. Nous avons participé à une réunion du conseil d'administration du Centre des objectifs de développement durable, ODD, pour l'Afrique, à l'invitation du président Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et la Côte d'Ivoire est membre du conseil d'administration. Et l'objectif de cette réunion était de faire le point de l'état d'avancement des missions assignées à ce centre, notamment l'appui à la mobilisation des ressources, l'échange d'expériences entre les pays africains sur les ODD, ainsi que les mécanismes de suivi et le reporting. Nous avons également participé à une rencontre organisée par la France, présidée par le président Macron, pour le lancement d'un pacte mondial pour l'environnement. Vous savez qu'il y a un pacte mondial sur les droits politiques et civils des peuples, un pacte économique et social, et la France propose maintenant qu'il y ait donc un pacte mondial pour l'environnement. C'est fut une très bonne réunion et nous considérons que l'aboutissement de ce pacte fera en sorte que les questions d'environnement seront globalisées. Nous avons participé également à une réunion de haut niveau organisée par Theresa May, la première ministre de Grande-Bretagne. Cette rencontre avait pour thème appel à l'action contre le travail forcé, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Et la rencontre a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération internationale et de disposer d'une approche globale en vue de lutter plus efficacement contre le phénomène
ce phénomène qui dépasse les frontières des États. Nous avons adhéré bien sûr à cet appel et nous avons élaboré tout ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire dans ce domaine pour améliorer la situation. J'ai également rencontré le président Donald Tusk, le président du Conseil européen, et la présidente d'Estonie qui préside donc la conférence au niveau de l'Europe. L'objectif était d'échanger sur la préparation du prochain sommet Union africaine-Union européenne. Nous avons fait un point et les choses se sont bien passées. J'ai rencontré aussi le président de la Commission de l'Union africaine à cet égard et je crois que nous avons bien coordonné nos positions pour que le sommet soit un véritable succès pour notre pays et pour le continent africain. Alors, j'ai prononcé à la demande de l'Université de Columbia une conférence sur le thème « Les défis pour le succès d'une transition démographique et le développement du potentiel de l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire ». J'ai été heureux de voir qu'il y avait 3 ou 4 étudiants ivoiriens qui étudient dans cette prestigieuse université et surtout de savoir à quel point non seulement les étudiants ivoiriens, mais également africains et au-delà suivent le cas de la Côte d'Ivoire et connaissent bien les progrès qui sont faits et les promesses de notre pays. Donc en conclusion, nous avons eu un séjour chargé, fructueux, et les choses se sont très bien passées. Et comme beaucoup nous l'ont dit, la Côte d'Ivoire est maintenant véritablement sur la carte du monde, avec notre entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er janvier prochain. Alors avant d'aller aux États-Unis, j'ai effectué à l'invitation des autorités portugaises une visite d'État au Portugal, donc les 12 et 13 septembre. Et nous avons été particulièrement bien reçus par le président de Sousa, le Premier ministre, le maire de Lisbonne et d'autres personnalités, le président de l'Assemblée nationale. Et cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié qui lient la Côte d'Ivoire et le Portugal depuis plusieurs années. Et je voudrais donc, au nom de la Première Dame et toute la délégation qui m'a accompagné, renouveler mes remerciements au gouvernement et au peuple portugais pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. À l'occasion de ce séjour, nous avons signé plusieurs accords de coopération et aussi nous avons eu une rencontre avec le secteur privé portugais. Alors je dois signaler qu'aussi bien au Portugal qu'aux États-Unis, j'étais accompagné par une forte délégation de ministres qui ont chacun de leur côté eu des rencontres, je trouve, très utiles et fort enrichissantes. Et je suis sûr que très rapidement, ils feront un compte rendu détaillé au Conseil de gouvernement et au Conseil des ministres. Voilà, le président Alassane Ouattara vient donc de faire le point de son séjour à l'extérieur. Il était donc à Lisbonne et à New York. Je rappelle que le chef de l'État a regagné Abidjan ce matin. Abidjan, où 1500 policiers, gendarmes et militaires ont été mobilisés dans le cadre de l'opération Épervier 3 lancée hier à Yopougon. L'opération vise à sécuriser la rentrée scolaire 2017-2018. Le point avec Herman Guivet. À la place, Fig Gaillot de Yopougon ce jeudi matin, un rassemblement inhabituel des forces de sécurité et de défense, des véhicules de type 4x4, estampillés des différents sigles, des forces de police nationale, de gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont stationnés. Un rassemblement pour marquer l'ouverture de l'opération Épervier 3, suite logique de l'opération Épervier 2 qui avait consisté en la sécurisation des vacances scolaires. L'opération Épervier 3 vise pour objectif principal d'accompagner la rentrée des classes, l'année universitaire et scolaire, mais surtout traiter les questions de criminalité qui leur sont liées. Les précisions du directeur général de la police nationale. Saisir les drogues, les produits pharmaceutiques non enregistrés, les armes à feu ou armes blanches, boucler et ratisser les zones susceptibles d'abriter d'éventuels malfaiteurs et caches d'armes,
rechercher les caches de munitions et d'armes, interpeller les vendeurs et consommateurs de drogue, effectuer le contrôle d'engins motorisés à 2 roues utilisés ces derniers temps comme moyen de commission d'infractions, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi et faire d'intenses patrouilles, procéder au démantèlement des gares anarchiques et lutter contre l'incivisme de la population. Aujourd'hui, des artistes bien connus à la place des plaques numérologiques mettent leur nom, c'est inadmissible. Épervier 3 aura pour mission également de lutter contre les débauches sexuelles, prévenir les attaques de terroristes. Il faut inviter la population à avoir confiance à sa police, à donner le renseignement à la police pour que nous soyons encore efficaces et efficients. Épervier 3 vient consolider les actions de sécurisation précédemment entreprises. Nous embarquons à bord d'un véhicule tout-terrain pour une parade des forces de sécurité et de défense à travers le district de police de Yopougon. Gyrophares et cortège impressionnant de forces de défense et de sécurité ne manquent pas d'attirer les regards des populations. L'objectif de cette parade est atteint, attirer l'attention, mais surtout donner le top départ de la traque acharnée contre les questions ciblées, les questions de criminalité identifiées. Ce communiqué de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque, mesdames et messieurs les députés, membres du bureau de l'Assemblée nationale, à une réunion le lundi 25 septembre 2017 à 14 h à la rotonde de l'Assemblée nationale. Direction la Turquie, où s'est ouvert le Forum régional des villes intermédiaires pour le compte de l'Asie, une rencontre axée sur le développement durable en vue de préparer le sommet mondial. 5 maires de Côte d'Ivoire participent à cette rencontre. Les détails avec Mamadou Kouassi, envoyé spécial en Turquie. Après Odiéné, début mai 2017, c'est la ville de Nevşehir en Turquie qui accueille le Forum régional des villes intermédiaires. Cette fois pour le compte des pays du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest. Une centaine d'élus locaux venus partager leur expérience en matière de développement local. À côté de ces différentes délégations, la Côte d'Ivoire, venue aussi s'inspirer des modèles de développement communautaire en Turquie et aussi dans la sous-région. La délégation ivoirienne est conduite par le maire de la ville d'Odiéné, Nassine Batouré, par ailleurs vice-présidente de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Yves Kossi. Et nous avons aussi vu l'urgence de trouver des solutions pour les villes intermédiaires à travers le monde, vu la démographie grandissante dans les métropoles. Quelles sont les méthodes qu'ils ont appliquées pour pouvoir avoir une décentralisation aussi avancée? Nous sommes venus négocier des accords cadres de coopération dans des domaines clés pour la majorité des villes. Aujourd'hui, nous sommes ici à Nevşehir. C'est pour les maires présents, mais à Istanbul, nous allons avoir une réunion avec l'association des villes et communes de la Turquie pour voir dans quel cadre nous pouvons travailler dans des domaines clés et concrets pour que nous puissions être des communes qui allons appuyer nos États à appliquer les objectifs du développement durable. Ville intermédiaire, acteur clé du développement durable. Et le thème de ce forum régional. Les autorités turques et les responsables sous-régionaux d'élus locaux ont réaffirmé leur engagement à faire plus pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le maire de la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, président de l'Union internationale des villes, salue l'engagement de ses pairs qui ont mis au cœur de leurs actions le bien-être de la population à travers la mise à disposition d'infrastructures adéquates. Il faut rappeler qu'une ville intermédiaire est une ville dont la population est comprise entre 50 000 et 500 000 habitants. Ici, en Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'éducation, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, offre des ordinateurs aux meilleurs élèves du second cycle de la Bagoué. Cérémonie de remise de prix avec Charles Tatou. Avec un taux de 87% au BEPC, la Bagoué occupe le premier rang au niveau des directions régionales de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au bac, le taux est de 49%. Ces résultats sont à l'actif du personnel enseignant, mais aussi en environnement, surtout aux salles informatiques, dont
du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Un enfant avec son portable, si vous dites tout de suite qu'est-ce qui se passe en Corée du Nord, vous aurez la réponse en quelques minutes. Nous les encourageons donc à travailler par eux-mêmes au cours de l'année et à faire en sorte qu'ils s'approprient eux-mêmes le savoir. Le ministre Bruno Nabagné-Koné fait la promotion de l'excellence et des TIC au niveau du second cycle dans les lycées et collèges de la Bagoué à travers un prix qui porte son nom. Ce prix est à sa 3e édition. Toutes les grandes œuvres dans l'humanité ont été faites par des grands hommes. Le lien entre tous ces grands hommes, c'est leur assiduité à l'école, c'est leur acharnement à se former, c'est leur curiosité en permanence. Je vais vous dire d'encourager ceux qui ont été primés aujourd'hui, mais vous demandez dans le même temps d'encourager tous les autres à suivre la voie de ceux-ci. Les lauréats du prix Bruno Nabagné-Koné de la région de la Bagoué sont Diara Aboulaye, seconde C, Soumaro Dao Pascal, première C, et Koné Abdul Karim, terminale C. Ils viennent respectivement des lycées modernes de Tengrela, de Boundiali et de Zikitié de Kouto. Les meilleurs élèves ont reçu chacun un ordinateur de la part du ministre Bruno Koné. Concernant l'agriculture, les réunions de la 69e session du Conseil international du cacao, ICCO, ont pris fin hier à Abidjan. Les cours du cacao étant bas, les délégations accréditées des 44 pays membres de l'ICCO et la Commission de l'Union économique ont réfléchi à comment changer les choses. On fait le point avec Jean-Jacques Kwame. Pour relever les cours du cacao en chute de 40% depuis le début de l'année 2017, les pays producteurs ont relevé 5 points au cours de ce panel de haut niveau, panel qui a réuni pays producteurs du cacao, Union européenne, les représentants des industries du cacao et du chocolat et la société civile. Il s'agit de la révision de l'accord international du cacao, la non-maîtrise du mécanisme de fixation des prix, le manque d'informations statistiques fiables autour de l'économie cacaoyère, renforcer la qualité de la production du cacao et enfin accroître la consommation des produits du cacao. Tout le monde reconnaît que seuls les Occidentaux et les Américains consomment le cacao. Or, nous en produisons en abondance. Il suffit que chacun de nous en Côte d'Ivoire et dans les pays producteurs en consomme ne serait-ce que 1 kilo l'année que nous aurions pu absorber. Il y a également les marchés émergents qui existent comme la Chine-Laine qui ne sont pas exploités. Donc, nous avons décidé de développer ensemble des politiques innovantes de consommation du cacao. Le représentant de l'Union économique a salué les recommandations des pays producteurs. Il a annoncé l'appui de son organisation dans cette crise de la baisse des cours du cacao. La problématique des cours du cacao préoccupe l'Organisation mondiale du cacao. Elle propose de coordonner les politiques agricoles des pays producteurs. La Côte d'Ivoire doit pouvoir parler au Ghana, au Nigeria, au Cameroun. Les 4 grands qui doivent pouvoir se dire nous représentons 75% de l'offre mondiale actuellement. Pour les 5 prochaines années, notre offre va se limiter à une augmentation de 2-3% parce qu'ils sont liés à la demande. Donc la nécessité de coordonner les politiques de production est ce que nous demandons le plus. Des propositions qui vont permettre de relever les cours du cacao pour le bonheur des pays producteurs et des milliers de petits planteurs. À l'étranger, la guerre des mots entre la Corée du Nord et les États-Unis continue. Le dirigeant nord-coréen a répondu directement à son homologue américain Donald Trump, qui cette semaine à la tribune de l'ONU avait menacé le Nord de destruction totale. La réponse nord-coréenne laisse présager de futurs coups d'éclat de la part de Pyongyang. La Corée du Nord précise que ces représailles pourraient consister en un essai de bombe à hydrogène dans l'océan Pacifique. Pour terminer, rappelons le retour du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a regagné Abidjan ce vendredi matin en provenance de New York, où il a pris part donc à la 72e session ordinaire de l'Assemblée nationale des Nations unies. Et voilà, c'est la fin de ce 13 supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain.